Voilà, bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir réservé à BFM TV vos premières réactions après la polémique sur les questions sociales, 35 heures fonction publique de la semaine dernière. Première interview de l'année pour la patronne du MEDEF. Merci encore. D'abord, on va commencer par l'actualité brûlante. On en a parlé dans le journal Jérémy Brossard. Alain Juppé est à Niamey pour évidemment enquêter et comprendre un peu ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux deux Français enlevés puis hélas assassinés sans doute par l'AQMI, la branche donc sahélienne de Al-Qaïda. On va retrouver tout de suite Damien Fleureau qui est à Matignon où le Premier ministre François Fillon recevait un certain nombre de parlementaires pour les informer sur la situation, car on a eu, Damien, l'impression que la France changeait un peu de stratégie, assumait une stratégie de quasi-guerre, en tout cas pas question de ne pas riposter aux terroristes. Oui, c'est vrai, Ruth, que François Fillon a expliqué que l'engagement de la France pour combattre le terrorisme, notamment au Sahel, eh bien, c'était un engagement qui était beaucoup plus ferme. Il faut lutter avec fermeté contre ce fléau du terrorisme, a dit François Fillon ce midi lors de ses vœux à la presse. C'est ce qu'il est en train d'expliquer aux parlementaires présents ici à Matignon depuis près d'une heure, une réunion d'information sur l'engagement des forces françaises à l'étranger, notamment au Sahel. Nicolas Sarkozy l'a redit, le paiement de rançon pour la libération des otages ne peut être une stratégie durable. Du coup, face à l'AQMI, Paris n'est plus sur la défensive comme par le passé, doit expliquer le Premier ministre aux responsables politiques des groupes parlementaires. Et on peut dire qu'à gauche comme à droite, eh bien, on ne trouve rien à redire à cette stratégie. On peut même parler d'union sacrée. Écoutez la réaction du président du groupe du Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, François Sauvadet. C'était tout à l'heure à l'entrée de cette réunion, au micro de Romain Dufresne. C'est une information qui est tout à fait légitime. Moi, une chose que je tiens à souligner, c'est vraiment cette unité nationale qui doit rester. La lutte contre le terrorisme, elle doit engager toutes les formations politiques, elle doit faire preuve de beaucoup de cohésion derrière le chef de l'État, qui, je le crois, a pris en la matière des décisions responsables, même si elles se sont terminées par une tragédie. C'est vrai que de Martine Aubry à Ségolène Royal en passant par Dominique de Villepin, tout le monde soutient le gouvernement dans son action contre la menace terroriste, qu'elle soit au Sahel ou encore en Afghanistan. Seule voix dissonante, celle de l'ancien ministre Paul Quilès, le socialiste, qui a émis des doutes sur la stratégie française, c'est vrai, qui s'est soldée par un échec samedi dernier avec la mort des deux jeunes Français au Sahel. Merci beaucoup Damien Fleureau, donc en direct de l'hôtel Matignon. Laurence Parisot, l'union nationale, l'union sacrée autour de cette lutte contre le terrorisme, c'est une bonne nouvelle. Oui, je voudrais tout d'abord dire mon émotion et mon effroi devant l'assassinat de nos deux jeunes compatriotes. Je voudrais dire aussi à quel point nous pensons aux salariés d'entreprises françaises qui sont actuellement scandaleusement détenus quelque part dans le Sahel. Je crois que c'est un moment effectivement où nous devons être solidaires et aussi conscients des enjeux. Nous, côté entreprise, si je puis dire, il y a également à repenser toutes les questions de sécurité. C'est ce que nous avons décidé de faire au MEDEF depuis plus d'un mois. Nous avons mis en place un comité sécurité qui a pour mission d'échanger les meilleures pratiques qui existent entre les différentes entreprises. Il ne faut pas être angélique, il ne faut pas être naïf et mesurer à chaque instant les risques qui sont pris. Est-ce qu'on est assez bien informé? Est-ce que les entreprises françaises sont assez bien armées sur ces questions de sécurité? C'est le cas de le Les dire. grandes entreprises le sont de plus en plus. Les entreprises de taille plus modeste ne le sont peut-être pas assez. Et il est vrai que nous n'avons pas en France une culture de la vigilance aussi grande, par exemple, que nos partenaires américains. Et je crois que nous avons à apprendre de ce point de vue-là. Il n'est pas question de mettre en danger nos compatriotes si nous pouvons prendre des mesures pour les protéger. Alors l'actualité sociale, avant d'évoquer les 35 heures qui ont fait un peu le buzz toute la semaine dernière, c'est d'abord cette première réunion, après vos rendez-vous plus personnels avec les dirigeants des syndicats avant Noël, des réunions de délégation depuis aujourd'hui pour fixer un peu l'agenda social. Le climat n'était pas très bon à la fin de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut arriver à quelque chose? Les syndicats sont assez déçus. On le sait, la CGT n'est pas allée au vœu de Nicolas Sarkozy. Vous croyez quand même que les discussions peuvent se dérouler
déroulé correctement ? Oui, et le climat n'était pas si mauvais que ce qu'on pourrait croire, notamment entre nous-mêmes, MEDEF et les organisations syndicales, même pendant le moment difficile, le conflit, appelons les choses telles qu'elles se sont vraiment produites, même pendant ce conflit des retraites, nous n'avons pas cessé de parler et de préparer la suite. Vous avez parlé avec les dirigeants syndicaux personnellement ? Bien sûr, régulièrement. Mais non seulement les numéros 1 des organisations syndicales et moi-même, nous échangions régulièrement pendant le moment difficile des retraites, mais même au MEDEF se tenaient toujours différentes négociations sur des sujets peut-être moins importants que celui des retraites, mais qui relèvent néanmoins du dialogue social. Aujourd'hui, se termine en ce moment même au MEDEF une grande réunion multilatérale qui rassemble les 5 organisations syndicales et les 3 grandes organisations patronales. Et je pense que d'ici la fin de la soirée, nous pourrons dire, voilà, nous avons un agenda très clair pour l'année 2011 et peut-être même au-delà. Et l'objectif premier de cet agenda, c'est de tout mettre en œuvre pour faire baisser le chômage dans notre pays, avec une priorité sur les jeunes et le chômage des jeunes générations. Et tout le monde est d'accord là-dessus. J'ai l'impression qu'on a tout entendu sur le chômage des jeunes. Toutes les pistes ont été évoquées. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va pouvoir innover ? Vous avez raison. On sait tous que c'est un problème récurrent, qu'en France, on est moins bon que dans d'autres pays européens. On sait que dans beaucoup de familles, c'est une souffrance, une inquiétude. Et malgré ça, on n'arrive pas à résoudre clairement le problème. Alors, vous avez une idée, vous avez une proposition concrètement ? Il faut dire les choses. Que d'abord, résoudre cette question-là, c'est résoudre la question globale de la croissance économique. Plus la croissance sera forte, plus on permettra à ceux qui ne sont jamais encore entrés sur le marché du travail d'y accéder. Et là-dessus, vous êtes optimiste pour l'année 2011, justement ? Et nous sommes de plus en plus optimistes. S'il n'y a pas de catastrophe financière, s'il n'y a pas de difficultés particulières, notamment sur notre monnaie unique, l'euro, nous pensons que nous regagnons régulièrement des dixièmes de points de croissance. Et nous sommes dans une période de vœux. Je souhaite vraiment que tout le monde aille dans ce sens-là. Et du coup, le chômage pourrait baisser un peu ? Et ça, évidemment, la croissance économique, à partir d'un certain niveau, favorise la baisse du chômage. Mais en plus de ça, pour revenir sur la question des jeunes, cela fait longtemps aussi qu'on sait qu'il y a des choses qui ont marché ailleurs et que nous ne développons pas assez en France. Par exemple, l'apprentissage. Vous savez que c'est la clé du succès de l'emploi des jeunes en Allemagne, c'est parce qu'ils ont des décennies de culture d'apprentissage. En France, tout le monde est d'accord pour encourager ces mécanismes-là. Voyons simplement si on ne peut pas accélérer un certain nombre de choses. Un autre exemple, très simple. Combien de fois on se trouve dans une situation où une entreprise est prête à embaucher un jeune, mais celui-ci n'a pas proche de ce probable emploi. Il a besoin concrètement un d'aide. Logement, voilà. Un accès de transport facile, etc. Et ça, on peut prendre des mesures d'aide. Et là, je pense que nous, les partenaires sociaux, syndicats et patronats, il y a des choses que nous pouvons faire parce que ça dépend de nous. Vous savez que le 1% logement, c'est pas l'État qui gère le 1% logement, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent. Ce sont les partenaires sociaux. Ce sont les partenaires sociaux, syndicats et patronats ensemble. Pourquoi nous qui avons cette responsabilité, ne cherchons-nous pas à débloquer des mécanismes pour favoriser l'accès des jeunes au logement, ce qui leur facilitera l'accès au travail. Alors la polémique des 35 heures, vous le dites, je l'ai relu un petit peu dans vos déclarations, c'est une loi catastrophique, un système abracadabrant, à l'origine des handicaps de notre pays, ça explique le décrochage de l'économie française, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Oui. Et pourtant, c'est vrai. Vous ne demandez pas que cela change, comme Jean-François Copé ou Manuel Valls à droite et à gauche. On peut aussi router le criable. Ça fait 10 ans qu'on demande que ça change. Et nous sommes heureux et malheureux à la fois de constater qu'enfin, aujourd'hui, tout le monde a compris en France, à droite comme à gauche, que ce système avait été catastrophique. Alors je vais l'exprimer autrement. Vous ne voulez pas que ça bouge aujourd'hui ? Vous voulez que rien ne bouge aujourd'hui ? Depuis en fait des années, tous les gouvernements ont compris la catastrophe que cela représentait. Et par conséquent, à force de certaines mesures, de certaines lois, de certains mécanismes, on a cherché à lisser, amender, atténuer les effets du 35 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé en plus ? Un labyrinthe administratif
absolument épouvantable. Certes, les labyrinthes administratifs, les grandes entreprises savent circuler à l'intérieur et donc arrivent à compenser cette loi des 35 heures par ces différents mécanismes à leur disposition. Mais quand vous êtes une PME ou une TPE, c'est mission quasi impossible. Donc la question aujourd'hui, c'est pas tellement faut-il ou non supprimer les 35 heures. Quelle est votre réponse ? Ben oui, évidemment, tout le monde est d'accord aujourd'hui. La question, c'est comment ? C'est comment ? Et alors les propositions de Jean-François Copé, de Manuel Valls à gauche, c'est-à-dire on augmente un peu la durée du temps de travail, mais on augmente les salaires et on enlève les allègements de charges. Il est évident qu'il y a une corrélation entre la durée du travail et le salaire. Et je voudrais que ça soit très clair. Il n'est pas question pour nous, MEDEF, d'envisager les choses autrement. Si donc la durée du travail augmente, évidemment le salaire augmente. C'est tout à fait évident. Donc la question, c'est le comment. Si à l'occasion du débat pour l'élection présidentielle, on peut discuter, je dirais, rationnellement, au-delà des symboles politiques, avec une approche économique et une approche sociale aussi, de la meilleure façon de se défaire des 35 heures, ça sera formidable. Alors nous disons... C'est trop tôt. Écoutez, nous, on a depuis longtemps une solution que nous sommes prêts à mettre sur la table. Je dirais que cette solution consiste tout simplement à trancher le nœud gordien. Trancher le nœud gordien, c'est remplacer la durée légale du travail par la durée conventionnelle du travail. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, on discute de la durée du travail dans l'entreprise. On en discute dans l'entreprise avec les délégués syndicaux ou les représentants du personnel. C'est-à-dire que ça ne se ferait pas contre les salariés. Ça se ferait dans une entente commune pour la solution optimale pour l'entreprise et par accord entre l'employeur et les représentants du personnel. Là-dessus, vous disiez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la surenchère, que lorsque Jean-François Copé dit qu'il faut supprimer les 35 heures et rapidement, il faut en tout cas mettre ça très vite à l'agenda, il lance un débat mais sans l'avoir vraiment préparé, ou est-ce qu'il y a une sorte de propagande électorale ? François Chérec aujourd'hui a dit vraiment, j'ai l'impression que même dans la bataille entre Xavier Bertrand et Jean-François Copé, on prépare 2017 et même pas 2012. Je ne sais pas si il faut voir des choses aussi lointaines. Il est vrai que les 35 heures, depuis trop longtemps, ne relèvent plus du débat économique et font partie de ces symboles qui empoisonnent la vie politique. Et aujourd'hui, à la veille d'une échéance si importante pour l'avenir du pays, on comprend bien que certains hommes politiques aient envie de s'emparer d'un symbole, soit pour le rendre plus vivant, ou au contraire pour le faire mourir définitivement. Sortons du simple débat de symboles, rentrons dans le débat économique. N'oublions jamais que si nous avons eu autant de délocalisation, si nous avons aujourd'hui parfois des larmes pour pleurer la désindustrialisation de notre pays, si nous avons autant de la faute des 35 heures, des compétitivités, c'est largement, pas exclusivement, mais largement la faute des 35 heures, oui. Mais en tout cas, on ne change rien, c'est ce que j'ai compris. Non, Pardon. Non, on ne dit on change rien tout de suite. On ne bouge rien tout de suite. On prépare 2012. Tout de suite, nous avons un agenda social avec les organisations syndicales dont la priorité, c'est l'emploi. Et faisons les choses dans l'ordre. Est-ce que vous irez parler avec Jean-François Copé ? Il veut discuter avec les partenaires sociaux. Hein. Je corrige, permettez-moi ce que vous dites. C'est pas ne faisons rien tout de suite. Engageons le débat pour trouver le comment. Encore une fois, c'est le comment qui compte. Sur la fonction publique, il y a eu aussi des mots qui ont été très commentés de Christian Jacob, un ami de Jean-François Copé. Et aujourd'hui, le Premier ministre a jugé inutile ce débat lancé. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à la pertinence de l'embauche à vie des fonctionnaires. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord ? Non, c'est pas du tout un sujet sur lequel nous-mêmes nous avons réfléchi au MEDEF. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de passerelles entre le secteur public et le secteur privé. Ça, ce serait tout à fait enrichissant pour notre pays si un certain nombre de fonctionnaires, au bout de X années dans la fonction publique, ont envie de travailler dans le secteur privé, comment on fait pour les accueillir ? Et réciproquement, je crois qu'il serait tout à fait utile aussi de voir comment des personnes qui ont fait une carrière dans l'entreprise peuvent un jour accéder à la fonction publique. Un mot, Ségolène Royal a dit hier sur BFM TV, il faudra interdire les licenciements boursiers. Elle fera ça si elle arrive au pouvoir.
Je ne pense pas que, même si elle arrivait au pouvoir, elle puisse le faire, au risque alors de provoquer une délocalisation massive des entreprises qui sont cotées aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et parce que tout simplement, le problème est, qu'est-ce que c'est qu'un licenciement boursier ? Difficile à définir. Il est évident que parfois les entreprises sont obligées de s'adapter parce que les besoins des consommateurs évoluent, parce que la concurrence modifie la donne, parce que telle circonstance économique nécessite de s'organiser autrement. Ils peuvent être justifiables. Et souvent, on ne peut faire ces adaptations à temps que quand on gagne encore de l'argent. Si vous commencez à préparer les adaptations alors que votre entreprise est en perte, c'est bien souvent trop tard. Vous n'avez plus de quoi financer ces adaptations nécessaires. Une toute dernière question très brièvement. Vous avez commenté récemment le programme de Marine Le Pen. Vous avez dit qu'il est démagogique, il est irréaliste. Encore aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit. Est-ce que le MEDEF s'engage maintenant en politique, s'engage sur les partis politiques ? Le MEDEF s'est toujours engagé dans le débat public et il le fera pour la campagne pour l'élection présidentielle. Et de la même façon que je prends position sur les 35 heures, puisque c'est finalement un débat politique, quand j'entends la représentante du Front National dire ce qu'elle dit sur l'euro, c'est extraordinairement dangereux. Elle dit qu'il faut sortir de l'euro tout de suite. Oui. C'est extraordinairement dangereux. C'est organiser l'appauvrissement de notre pays. Et elle le dit effectivement avec beaucoup de facilité, ce qui signe la démagogie. Merci beaucoup Laurence Parisot d'être venue sur notre plateau.